Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission de santé. Dans cet épisode, nous allons parler d'une problématique de santé publique. Il s'agit des accidents de la route. Vous savez tous que sur nos routes, chaque jour, des milliers de vies sont perdues ou brisées à cause d'inattention, d'excès de vitesse, du non-respect et pire même encore de la méconnaissance du code de la route. Face à un accident de la circulation, les premières minutes sont cruciales. Savoir comment réagir, quoi faire et surtout quoi ne pas faire pour sauver des vies et limiter les dégâts. Pour en parler, nous recevons une fois de plus Dr Yasmine Milogo, urgentiste au SAMU. Elle partagera avec nous son expérience et ses conseils pratiques sur comment sécuriser les lieux d'accident, alerter les secours, porter assistance aux victimes et adopter les bons réflexes en attendant l'arrivée des secours. Restez avec nous car mieux connaître les bons gestes sur la route, c'est contribuer à sauver des vies. Bonsoir, Dr Milogo. Bonsoir. Merci d'avoir répondu une fois de plus présente à notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir d'être là une nouvelle fois. Oui. Nous allons vous demander de vous présenter à nos internautes. Je suis Dr Yasmine Milogo, médecin urgentiste au SAMU, service d'aide médicale urgente. D'accord. Comment décririez-vous la situation des accidents de la route aujourd'hui? Il faut dire que les accidents de la route, c'est une problématique de santé publique. Quand on prend le rapport 2025 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'est environ 15 614 interventions qui ont eu lieu, c'est-à-dire 15 600 accidents sur lesquels ils ont intervenu pour un total d'environ 20 617 victimes. Et malheureusement, parmi ces 20 617 victimes, on déplore 700 morts. Donc, en une année, 700 morts, ce n'est pas anodin. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique qui mérite qu'on y porte de l'attention. Donc, c'est vraiment une occasion en or pour nous de pouvoir discuter de ce sujet-là ce matin. Une problématique de santé publique. Oui. Est-ce que les accidents de la circulation représentent une grande part dans les urgences que vous prenez en charge? Oui, les accidents de la circulation représentent une grande part des situations que nous prenons en charge. Ici, je tiens à rappeler que nous travaillons en tandem avec la BNSP. Donc, il y a des cas où c'est la BNSP seule qui va y aller. Il y a des cas où c'est le SAMU qui va y aller. Et il y a des cas où on ira ensemble pour gérer la situation. Néanmoins, ça reste vraiment une activité que nous faisons et qui a une grande part, en tout cas, dans ce que nous faisons. Les accidents de la route, en plus de leur gravité, il faut dire aussi que ça a un impact social parce que ça touche la tranche d'âge active en fait, de la population, c'est-à-dire ceux qui ont entre 15 et 44 ans. C'est la tranche d'âge qui est active, c'est celle qui doit vraiment porter le pays et c'est eux qui sont le plus touchés par ces accidents. D'où encore l'importance vraiment de trouver les voies et moyens pour juguler en tout cas ce problème-là. Vous qui êtes sur la route, vous faites le constat. Quelles sont les causes les plus courantes de ces accidents? Les causes les plus courantes de ces accidents, il y a déjà les excès de vitesse, il y a le non-respect du code de la route, il y a la méconnaissance même du code de la route. Entre autres, ce sont ces aspects-là. Il y a également l'alcool au volant qu'il ne faut pas négliger. Dernièrement, vous avez vu qu'actuellement, il y a des alcotests qui sont faits. Voilà, l'ONACER a introduit ça. C'est important. C'est vraiment le non-respect
des règles de la circulation qui sont pour la plupart, en tout cas, les causes des accidents. Maintenant, on a les accidents qui impliquent de nombreuses victimes, c'est-à-dire les accidents de cars de transport en commun et autres. Ça également, c'est des non-respects de règles de la circulation, des règles de non-dépassement. Il y a également la vétusté des engins. Donc voilà, l'un dans l'autre, voici quelques causes d'accidents qu'on peut citer. Et quelles sont les blessures les plus fréquentes qui reviennent fréquemment en urgence? Bon, en tant qu'urgentiste, moi je parlerai plutôt en termes de gravité. Les blessures les plus graves, en tout cas que nous redoutons, ce sont surtout les traumatismes crâniens associés aux traumatismes cervicaux. Parce que c'est eux qui engagent le plus souvent le pronostic vital. Il n'est pas dit que les autres parties n'engagent pas le pronostic, mais quand tu as un traumatisme crânien associé à un traumatisme cervical, la gestion est beaucoup plus difficile que si c'était un traumatisme d'un membre. Voilà. Donc, il y a les traumatismes crâniens, il y a les traumatismes de tout le rachis, même on va dire, tout le rachis, que ce soit cervical, dorsal, lombaire. Voilà. Il y a les fractures de côte. Il y a les traumatismes de membres, pouvant avoir des fractures fermées des membres, des fractures ouvertes de membres. Et il y a des fractures de membres qui peuvent engager le pronostic vital parce que ça va entraîner des saignements vraiment importants qui peuvent engager le pronostic vital de la victime. Donc, si je raisonne en termes d'urgence, on va parler des traumas crâniens, des traumas du rachis, des traumas thoraciques. Il y a également les traumatismes des organes internes. Par exemple, quelqu'un qui a un choc à l'abdomen peut avoir une lésion de la rate, une lésion du foie, qui peuvent entraîner son pronostic vital, engager du moins son pronostic vital, parce que c'est des organes qui font saigner. Et là, on va parler d'hémorragie interne. Voilà, donc voici entre autres les lésions qu'on retrouve majoritairement. Et moi, en tant que témoin d'un accident, quels sont les gestes que je peux poser pour sauver une victime? D'accord. Nous, on aime séquencer en fait ces gestes-là, c'est-à-dire protéger, alerter et secourir. Protéger, il va s'agir de baliser la zone pour éviter en fait le suraccident. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne encore s'accidenter, enfin créer un accident sur ce qui est déjà accidenté. Donc ça, la population le sait, hein. Ils vont baliser la zone avec des feuillages, voilà. En tout cas, la zone sera circonscrite. Ça déjà, c'est un grand pas. On dit merci à la population pour ça. Et là, il faut alerter les services de secours. Le numéro 18 pour la BNSP, le 15 pour le SAMU. Souvent, on a la question, qui est-ce qu'il faut appeler, BNSP, SAMU? Il n'y a pas de problème en fait, que ce soit la BNSP ou le SAMU que vous appelez, nous travaillons ensemble, nous sommes complémentaires. Si vous appelez la BNSP et que c'est un cas qui relève du SAMU, ils vont nous appeler. De toute façon, nous avons des éléments de part et d'autre dans chaque structure qui font que la collaboration elle est vraiment fluide. Donc 18 ou 15 et on se déporte facilement sur les lieux. Donc ça va être la partie alertée. Maintenant, la partie secourir, malheureusement, ici, on pêche beaucoup par excès. En voulant bien faire, bon, souvent, on crée beaucoup plus de tort à la victime. On a souvent des gens qui déplacent les victimes. Il n'est pas interdit de déplacer une victime, mais quand c'est un dégagement d'urgence. Quand je parle de dégagement d'urgence, c'est par exemple parce que le véhicule qui a été accidenté, il y a un risque incendiaire qui est là. Là, il faut déplacer la victime pour qu'elle ne soit pas en fait victime de l'incendie qui va se produire. Là, on procède à un dégagement d'urgence. En dehors de ces cas-là, il faut vraiment éviter de manipuler les victimes d'accidents, surtout quand on suspecte un traumatisme du rachis. Voilà, par exemple, le monsieur a une blessure vraiment très importante à la tête. Il faut considérer d'office qu'il a un traumatisme du rachis cervical. Ce monsieur-là, si vous le manipulez, vous pouvez aller aggraver ses lésions. Donc, lui, c'est de rester à côté de lui. S'il y a des lésions qui saignent, vous pouvez faire quelque chose par rapport à l'hémorragie. Il y a des compressions qu'on peut faire. Il faut également rassurer la victime si elle est consciente. Parce qu'avoir ce type d'événement-là, c'est très stressant.
Voilà, donc s'il y a quelqu'un à côté de lui qui peut le rassurer, non, les secours sont en route, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, ça contribue en fait à apaiser la victime. Voilà, donc il y a des cas également où on peut demander de mettre le malade en position latérale de sécurité. Voilà, ça c'est les victimes qui sont souvent inconscientes, bon, chez qui on ne pense pas qu'il y a un traumatisme du rachis, mais ça c'est aussi péché par excès parce qu'on ne peut pas savoir. Voilà, donc c'est en gros ce qu'on peut faire pour secourir les victimes en attendant l'arrivée des secours. On a vraiment une très grande chance à Ouaga parce qu'il y a un maillage qui est fait, qui fait qu'il y a des bases de la BNSP, il y a le SAMU pas loin. Donc quand vous appelez, ben, rapidement ils sont là. Donc au lieu de vouloir pécher par excès en manipulant les victimes, actuellement on est face à un phénomène où la population même prend carrément le malade pour l'amener à l'hôpital. Bon, ça ne se fait pas dans des conditions optimales. Bon, souvent le malade arrive dans un état qui n'est pas trop ça. Donc, moi, je pense que c'est toujours mieux de séquencer comme ça, protéger les lieux, alerter, secourir la victime de la meilleure des manières possibles et attendre l'arrivée des secours. Ok, vous venez de parler du cas où on ne doit surtout pas déplacer la victime. Est-ce qu'il y a d'autres gestes à éviter au maximum en cas d'accident? Voilà, il y a des gestes aussi à éviter. Par exemple, on a vu des gens qui demandent au malade de se lever. Bon, ils jugent que bon, il n'a pas grand-chose, il faut se lever. Bon, c'est pas très grave, rentrez chez vous. Ça, on va dire, c'est très grave. Parce que de façon visuelle comme ça, vous pouvez penser qu'il n'y a rien. Mais à l'intérieur, quelque chose se passe. Donc, une victime d'accident se retrouve chez lui en l'espace de peut-être 10-15 minutes parce que, bon, visiblement, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il y a le fait de déplacer le malade, il y a le fait de lui demander de partir parce qu'il n'y a pas grand-chose ou bien il y en a qui prennent peur, surtout si la personne est à l'origine de l'accident. Il se dit que quand la police va venir, les constats et autres, ben, il sera blâmé. Il fuit. Il fuit et derrière on se retrouve avec des situations très malheureuses où le monsieur il allait bien, il est rentré chez lui et quelques heures après on le retrouve malheureusement décédé parce que peut-être il saignait dans le crâne, il n'a pas su. Voilà, parce que ce n'est pas des signes qui se manifestent immédiatement. Voilà, ou demain on donne à boire à des malades qui sont en état de choc. Vraiment, il faut essayer de faire le minimum. Le minimum pour secourir la victime sans vraiment aller dans l'abus, quoi. Voilà, donc geste à ne pas faire, comme je disais, c'est geste à faire plutôt, séquencer les interventions. Vous avez balisé les lieux, vous avez alerté les secours, vous avez porté assistance à la victime comme il se doit. Attendez simplement l'arrivée des secours. S'il y a une hémorragie qui est là, j'insiste sur les hémorragies parce que ça peut rapidement engager le pronostic vital alors que sur place, on peut faire quelque chose. Si le malade est conscient, on peut lui demander lui-même, avec sa main qui est saine, s'il a une main qui n'est pas blessée, de comprimer la zone qui saigne. S'il n'est pas conscient et qu'il y a quelqu'un à côté, on peut se munir rapidement d'un sachet ou en tout cas quelque chose pour se protéger, comprimer la zone pour essayer d'arrêter le saignement, tout en attendant l'arrivée des secours. Dans les gestes à ne surtout pas faire, vous avez parlé de ne pas donner à la victime de l'eau à boire. Et si c'est la victime elle-même qui demande à boire, on lui donne ou pas? Donc, je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi la victime pourrait être amenée à demander à boire. Ça rentre en fait dans le cadre d'un état de choc. Ça veut dire que la victime est en train de saigner quelque part. Et le fait que la victime est en train de saigner quelque part, ça lui donne cette sensation de soif-là. Voilà, qui n'est pas une vraie sensation de soif. Si vous vous remarquez, il y aura peut-être des sueurs profuses. Quand l'équipe médicale viendra, son pouls sera difficile à prendre. Donc, c'est un malade potentiellement qui sera opéré. Quand vous lui donnez à boire comme ça, quand on va arriver au bloc avec ce malade-là, c'est un malade qu'on aura du mal à endormir parce qu'il a l'estomac plein avec de l'eau. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout ce qui est anesthésie, mais un malade qui a l'estomac plein est très difficile à intuber. Donc, cette sensation de soif que le malade manifeste n'est pas en réalité une sensation de soif, mais ça rentre dans le cadre, en fait, d'un état de choc. État de choc qui signifie qu'il y a un saignement important qui est quelque part, qu'il va falloir prendre en charge probablement au bloc opératoire. Donc, c'est dans l'optique
de cette prise en charge-là qu'on demande de ne pas donner à boire souvent aux malades. Mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui a juste le poignet qui est luxé, qui vous demande à boire, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez lui donner à boire. Mais si c'est un malade grave qui demande à boire, c'est mieux d'éviter justement de lui donner cette eau-là parce que ça peut compliquer en fait la suite de sa prise en charge. Et vous verrez que cette quantité d'eau même que vous allez lui donner ne peut pas étancher cette soif-là parce que ce n'est pas une question de soif. Ça rentre dans le cadre d'un syndrome en fait. Ok. Voilà. Et à vous attendre, il faut forcément appeler les secours en cas d'accident. En cas d'accident, si, en cas d'accident, c'est mieux d'alerter les secours. Mais bien sûr, il y a des accidents légers, par exemple, collision vélo-vélo. Bon, il n'y a pas vraiment... En fait, il n'y a pas de vélocité intense. C'est juste que, bon, quelqu'un voulait traverser et tout. C'est juste des égratignures. Il n'y a pas eu de choc à la tête. Personne n'est tombé. Bon, voilà. En temps même, c'est des gens qui se disputent pour savoir qui et qui ont raison. Là, peut-être, on peut se dire qu'on n'appelle pas les urgences. Mais dans l'idéal, pour tout accident, il faut appeler les urgences parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, en fait. Voilà. L'idéal, c'est d'appeler les urgences. Mais bon, il y a des cas légers où les malades même refusent d'aller aux urgences. Hein. Voilà. Donc, mais l'idéal, ce serait vraiment d'aller aux urgences, d'appeler les services d'urgence qui peuvent même venir sur place, évaluer le malade. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ils vont le laisser, voilà, repartir, voilà. D'accord. Et lorsqu'on appelle les urgences, quelles sont les informations essentielles à fournir? D'accord. Quand vous appelez les urgences, les informations essentielles, c'est déjà le lieu de l'accident, le nombre de victimes impliquées, voilà, le mécanisme de l'accident. Est-ce que c'était une collision moto-moto, véhicule-moto? En tout cas, comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, l'état des victimes. Est-ce que c'est des victimes qui sont conscientes? Est-ce qu'elles sont inconscientes? Est-ce qu'elles saignent beaucoup? Quelle est la partie qui saigne beaucoup? Voilà, ça, c'est des informations qui permettent à l'équipe qui est en train de venir de se préparer, en fait. Parce que si vous appelez, vous dites qu'il y a peut-être 4 ou 5 victimes qui saignent énormément, ce ne sera pas le même matériel que si vous appelez pour dire que ce sera une victime, par exemple, qui saigne, qui a peut-être une fracture, le coude déformé ou quelque chose. Donc, il faut toujours donner les informations que l'on peut. Parce que c'est évident que le citoyen lambda ne peut pas donner toutes les informations dont on a besoin, mais ce qu'il voit, il peut le dire. Et dans le cas où la victime est inconsciente après l'accident, comment prendre en charge cette victime-là en attendant les secours? D'accord. Cette question, elle est un peu délicate, on va dire, parce que c'est un peu... Il faut peser le pour et le contre. Une victime inconsciente, ça suppose qu'elle a eu un traumatisme, en tout cas crânien. Peut-être que ce n'est pas visible, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose au cerveau. Nous, on relie toujours le cerveau au cou. Donc, la peur vraiment qu'il y ait une lésion rachidienne. Donc, cette victime-là, si vous la retrouvez par exemple dans un véhicule, c'est-à-dire elle est inconsciente, elle est dans le véhicule, il y a un risque que ce véhicule la prenne feu. Vous êtes obligé de procéder à un dégagement d'urgence. Et quand cette victime-là sera au sol, il y a des mesures à prendre. Les gens aiment dire, s'il y a quelqu'un qui est formé au secourisme, parce qu'il y en a plein qui ont des brevets de secourisme et tout, il sait vraiment comment est-ce qu'on peut mobiliser cette victime-là, comment on peut garder cette rectitude, tête-coutron-là, qui permet de ne pas majorer s'il y en a des potentielles lésions rachidiennes. Donc lui, il peut vous diriger les autres sur comment manipuler cette victime-là pour la mettre en position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité permet l'écoulement des liquides pour que le patient ne s'étouffe pas. Voilà. Mais si ceux qui sont autour, il n'y a personne qui a cette notion-là. Une fois que ce dégagement d'urgence-là est fait, c'est mieux d'attendre l'arrivée des secours et de regarder si le monsieur a un pouls. C'est-à-dire le pouls, ça peut s'apprendre facilement. Chacun sait comment on voit si le cœur bat toujours. Voilà. Idéalement, c'est au niveau des carotides qu'il faut prendre. Si ça ne bat pas, ça veut dire que c'est un monsieur qui est en arrêt cardiaque ou une dame qui est en arrêt cardiaque. Et là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est débuter le massage cardiaque. Voilà. Avec les fréquences qu'il faut. Bon, je ne sais pas s'il faut donner tout ça ici. C'est une fréquence de 120
compressions par minute, voilà, environ, en attendant l'arrivée des secours. Comme je dis, c'est un couteau à double tranchant. Le risque de le laisser comme ça, il peut s'étouffer avec toutes ces sécrétions. Le risque de ne rien faire aussi, ouais, les urgences viendront trouver qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, une victime qui est inconsciente, si possible, on la met en position latérale de sécurité. Si vraiment on suspecte qu'il y a une lésion rachidienne, c'est mieux de la laisser telle qu'elle est et de l'assister si besoin sur le plan respiratoire et sur le plan cardiaque. S'il y a une hémorragie, essayez de comprimer la zone. Il y en a même qui ont des astuces avec des morceaux de pain. Ils font une sorte de garrot pour limiter l'hémorragie. Donc, la gestion de la victime inconsciente, elle est plus propre au service d'urgence, j'allais dire, qu'à la population. Voilà. Mais bon, personne n'aimerait s'arrêter comme ça, regarder quelqu'un qui est inconscient. Donc, on peut faire un minimum qui est là, les dégagements d'urgence, la position latérale de sécurité et attendre l'arrivée des secours. Donc, vous qui êtes sur le terrain, vous voyez les différentes causes des accidents. Quel comportement simple peut aider vraiment à réduire le nombre d'accidents en circulation? Ben, je pense que le comportement, d'abord le premier, c'est le respect du code de la route. Le respect du code de la route, la vérification périodique des engins qui roulent. Parce que souvent, tu as beau respecter le code de la route, si tu as un pneu qui a crevé sans que tu ne t'en rendes compte, bon, rapidement, ça peut créer des situations. Et puis bon, donc respect du code de la route. Et puis, il y a également le cas de certains qui font des malaises au volant, ce qui peut provoquer un accident de la circulation. Là, ce serait bien que ce type de malade-là soit porteur d'une carte, par exemple, qui indique ce qu'il a et tout. Comme ça, à l'arrivée des secours, on sait ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui a une tendance à l'asthme, par exemple, ou bien ça permet de mieux l'aider. Mais sinon, pour réduire les accidents, respect du code de la route, vérifier régulièrement les engins et vraiment avoir une attitude responsable, on va dire, en circulation. Sur la route, une seconde d'inattention peut coûter une vie. Respecter le code de la route, c'est déjà sauver des vies. Merci, Dr Yasmine Milogo, d'être venue une fois de plus nous édifier sur les accidents de la route. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Merci également à vos chers internautes de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas, prendre soin de vous, c'est prendre également soin des autres. Merci et rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci.